Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Ce soir, je suis ravie de vous accueillir pour parler jeunesse. Et oui, on accueille aussi des jeunes dans ce studio. Ce soir, ils ont entre 18 et 25 ans. On les appelle la génération M comme mutation, c'est joli. Mais ils sont à l'aube de leurs études supérieures ou en apprentissage ou en quête d'un emploi. Comment traversent-ils cette époque si troublée ? On en parle ce soir, on parle de leurs espoirs pour l'année à venir, on parle de leur futur et de leurs craintes. Bienvenue dans Libre Ensemble. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Pour parler des jeunes ce soir, nous avons des jeunes bien sûr, mais aussi un professeur d'université venu nous éclairer sur une étude réalisée lors du premier confinement par l'Université de Liège, le professeur Fabienne Glovax. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes donc docteur en psychologie et professeur à l'Université de Liège, à la faculté de psychologie et à la faculté de droit, de sciences politiques et criminologie. Vous avez co-dirigé une étude lors du premier confinement, comme je le disais à l'instant, sur l'état de santé mentale des jeunes et nous allons en parler dans quelques minutes. À côté de vous, nous avons également Oriane Schmitt. Bonsoir Oriane. Bonsoir. 25 ans Oriane, vous êtes une des déléguées pour l'ONU du Forum des jeunes. Vous allez nous expliquer ce qu'est ce Forum des jeunes qui officie en Fédération Wallonie-Bruxelles et vous portez la parole officiellement des jeunes entre 16 et 30 ans sur divers sujets. On va le voir avec vous. Vous avez aussi, vous terminé des études en relations internationales à l'ULB et vous travaillez depuis quelques mois chez UNICEF. Et puis aussi Ayoub, enfin. Bonsoir Ayoub. Bonsoir. Ayoub Maskoub, vous êtes étudiant en deuxième bac ingénieur de gestion à la Solvay Bruxelles Schools et aussi patron, CEO d'une plateforme qui s'appelle iTutu. Vous allez nous raconter, nous dire ce qu'est cette plateforme. On va commencer par psychologiquement retracer un peu ce que vous traversez aujourd'hui. Quels sont vos sacrifices, les jeunes aujourd'hui entre 18 et 25, on l'a dit, vos espoirs, vos valeurs. Comment allez-vous ? Oriane, comment allez-vous ? Alors, un grand merci pour cette question. Je pense que comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, on est fatigué, on est un peu démoralisé et dépité par rapport à l'avenir, par rapport aux derniers événements. Donc, voilà, on manque un peu parfois de perspectives d'avenir. Donc, ici, au niveau du Forum des jeunes, on représente vraiment tous les jeunes de 16 à 30 ans. Et je pense que pour ce public cible, on a vraiment différentes réalités qui doivent être prises en compte, mais qui finalement ont une chose en commun, et c'est vraiment ce manque de perspectives d'avenir pour les prochains mois et les prochaines années peut-être. Au Forum des jeunes, vous y êtes délégué donc, et vous portez la parole depuis combien de temps ? Avant le Covid, avant la crise, avant le confinement ou depuis ? Alors pour être exact, j'ai été donc sélectionnée le 8 mars 2020. Il y a tout juste un an. Oui, voilà. C'était vraiment une grosse semaine avant le confinement en fait. Donc mon expérience est vraiment limitée finalement à l'année. Vous ne vous doutiez pas d'avoir une année si particulière ? Non, en effet, voilà. Donc, on s'est adapté, évidemment, c'était nouveau pour tout le monde, donc on s'est adapté. Finalement, tout le travail qu'on a fourni avec le Forum des jeunes s'est fait virtuellement. Donc, normalement, le Forum des jeunes, donc c'est l'organe d'avis officiel qui représente donc les jeunes sur différentes thématiques. En Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre public cible, c'est donc les jeunes de 16 à 30 ans. Et donc, dans le cadre de mon mandat, je suis vraiment déléguée pour toutes les questions liées à la jeunesse. Et donc, les délégués sont en fait le porte-parole des jeunes. Et donc, cette année, vraiment, on a travaillé sur différentes thématiques, notamment l'égalité des genres, l'emploi, la santé mentale. Et donc, en fait, on récolte l'avis, le témoignage de nombreux jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ensuite, on les récolte, on les analyse et on rédige des avis officiels qui sont donc envoyés aux parlementaires, aux politiques, etc. Et alors, sur base de ça, on fait du plaidoyer politique. Alors, en cette année de travail au Forum des jeunes pour l'ONU, est-ce que vous avez vu une évolution ? Parce qu'on dit beaucoup qu'au début du confinement, on n'a pas beaucoup entendu ni écouté les jeunes. D'ailleurs, on ne leur a posé aucune question. On a beaucoup parlé de nos aînés, on a pris soin d'eux. Et puis, depuis quelques semaines, quelques mois, fin 2020, on s'est dit il va quand même falloir un petit peu écouter les jeunes, parce que des études comme celle de Fabienne Glovax ont révélé que c'était la population qui souffrait peut-être le plus de cette crise et de ce confinement. Est-ce que vous avez vu, vous aussi, au Forum, l'évolution, la parole qui s'ouvrait, les jeunes qui criaient leur ras-le-bol, plus aujourd'hui qu'en mai, juin, juillet ou septembre ? Où en est la parole des jeunes aujourd'hui, en mars 2021 ? Donc le Forum des jeunes travaille vraiment continuellement sur ce rôle de plaidoyer politique et d'avis officiel. Et donc cette année, comme les autres années, on a vraiment continué notre travail. Et en fait, cette année, malgré le confinement, etc.,
l'engagement des jeunes était encore présent et les jeunes avaient quand même besoin de s'engager, envie de s'impliquer et de s'investir dans des projets. Donc ça, au niveau du Forum des jeunes, on a vraiment beaucoup plus de membres. Enfin, on a eu beaucoup plus de membres cette année, donc on a quand même eu un élan d'investissement de la part des jeunes, donc c'était très positif. Et ça montre évidemment le besoin des jeunes de s'investir, de donner leur voix sur des questions qui sont très actuelles et qui sont très problématiques. Donc en effet, pour l'instant, on travaille sur différents projets. Un de ces projets, c'est par exemple l'emploi. On avait déjà fait des études là-dessus en 2019. Et donc, sur base des événements qu'il y a eu cette année, on a décidé de relancer un projet sur l'emploi. Parce que ça va pas être évident pour un tas de jeunes de trouver des stages. Et puis l'emploi, on le dit, un emploi récurrent ou même un job d'étudiant. Ça va être compliqué. En effet, donc, notre public cible couvre vraiment différentes réalités. On a les jeunes étudiants qui ont des jobs étudiants, qui comptent là-dessus pour financer quoi que ce soit. On a aussi les jeunes qui sont tout simplement, qui ont fini leurs études, qui sont à la recherche d'un emploi dans un marché assez saturé et assez bloqué pour l'instant. Et on a également les jeunes qui travaillent depuis un certain temps et qui ont été, dont le travail a muté en fait avec le coronavirus et qui ont également dû s'adapter. Et voilà, comme on l'a déjà vu avec d'autres crises, en fait, ce sont souvent les jeunes qui sont les premières victimes de ces crises. Les jeunes occupent souvent aussi des emplois plus précaires. On a plus des CDD, des flexi-jobs, intérim, etc. Et donc, pour vraiment prendre en compte ces réalités, on fait vraiment une consultation. Et donc, on invite vraiment les jeunes à venir vers nous, à venir vers le Forum des jeunes. Parce que voilà, les acteurs du secteur de la jeunesse permettent vraiment cette prise en compte de la parole des jeunes. Ce sont vraiment des acteurs qui permettent un espace de parole, de prise en compte des jeunes. Donc voilà. Ayoub, vous connaissiez le Forum des jeunes ? Alors non, je ne connaissais pas le Forum des jeunes, mais en tout cas, après avoir écouté mon interlocutrice, c'est vraiment une prendre contact avec lui. Alors Ayoub, vous aussi, vous donnez la parole en quelque sorte à vos collègues étudiants. Vous avez décidé de créer une plateforme qui s'appelle i22. Expliquez-nous en quoi elle agit sur le terrain universitaire, je pense, mais différentes universités. Vous êtes à Solvay ULB, mais ce n'est pas uniquement destiné à cette université-là. Est-ce qu'elle a été créée, cette plateforme, avant confinement, pendant ? Est-ce qu'elle a d'autant plus son intérêt aujourd'hui ? Expliquez-nous. Alors, l'idée a germé avant le Covid, c'est-à-dire en novembre 2019, mais la mise en place, elle s'est vraiment faite durant le Covid, donc aux alentours de mars à mai 2020. Et on a vraiment eu besoin de s'adapter en fonction également de la mise en place de cours en ligne, car on a une plateforme de mise en relation des étudiants, mise en relation dans le cadre scolaire, via des cours particuliers, notamment entre les étudiants qui sont souvent en master ou en BA3, BA2, aux étudiants nouvellement arrivés dans l'enseignement supérieur. On a cette volonté de mettre en relation également entre les différents établissements du supérieur, également au sein même des établissements du supérieur, notamment pourquoi ? Parce qu'il y a eu cet arrêt des relations sociales dans les campus et on a eu cette volonté justement de digitaliser ces relations sociales, notamment via la mise en place de cours en ligne, cours virtuels entre étudiants sur notre plateforme même, qui découle justement de cette volonté-là d'essayer de préserver cette relation sociale entre étudiants. Donc voilà, maintenant, à ce jour, on comptabilise environ 1 millier d'étudiants sur notre plateforme et on a bien sûr cette volonté de s'étendre également au marché du travail, à l'insertion professionnelle des étudiants en master, également à la mise en place de stages, car nous-mêmes, on a bien sûr reçu des demandes de stages, on n'a pas bien sûr pu en accueillir autant, mais on a pu accueillir 2 stagiaires durant cette période-ci. Donc vous voulez faire le relais avec aussi des entreprises qui prendraient en stage. Êtes vraiment le relais entre les étudiants et le monde du travail ? Oui, on a vraiment cette volonté d'organiser un accompagnement de la bac 1 vraiment jusqu'à l'insertion du monde professionnel. Et est-ce que vous êtes aussi en lien avec les professeurs ? Est-ce que donc en gros ces connexions d'anciens étudiants, vous et les nouveaux qui arrivent, qui sont en synergie et qui s'entraident, les professeurs y participent également ou vous êtes en connexion ? Alors, on privilégie vraiment les relations entre étudiants, c'est-à-dire sur la plateforme, un nouveau étudiant par exemple, qui arrive en première année, il a cette possibilité-là de voir un peu une sorte de fiche de divers étudiants et après il a la possibilité de discuter avec eux, notamment via divers critères, l'établissement, l'année d'études, la faculté, pour vraiment trouver l'étudiant qui lui convient le mieux. Donc c'était un outil qui manquait déjà en fin 2019. Vous étiez bien loin de vous douter que ça allait être si utile en fait. Pourquoi est-ce qu'en 2019 déjà il y avait une carence dans le lien des étudiants, vous pensiez ? C'est-à-dire que ça découle aussi d'une expérience personnelle. C'est-à-dire que moi, en novembre 2019, j'entrais également dans le monde universitaire et il s'avérait que j'avais pas spécialement ce contact avec les étudiants en master qui pourraient m'aiguiller également et qui eux-mêmes sont passés par les difficultés par lesquelles je suis passé et du coup c'est tout bénéfice pour moi si je peux rentrer en contact avec eux plus facilement. C'est pour ça, c'est de là que l'idée est venue d'organiser cette plateforme de mise en relation simplifiée entre les étudiants. Fabienne Glovax, cette plateforme existe au sein de l'ULG, mais elle concerne uniquement les étudiants en ULG ?
Alors là, c'était aussi, on a mis ça en place également, et je voudrais tout d'abord vraiment saluer ces initiatives, parce que vous témoignez évidemment l'engagement dans l'accompagnement des jeunes, et vous répondez, vous connaissez leurs besoins et vous répondez bien à leurs besoins. Donc il y a effectivement une plateforme qui a été mise en place par la vice-rectrice de parrainage, donc depuis avant le Covid, mais qui a été renforcée ici, avec vraiment des étudiants également qui viennent accompagner d'autres étudiants qui sont face à des difficultés, et ce parrainage est même rémunéré actuellement justement pour soutenir cela aussi, la perte d'emploi. On peut trouver un petit job sur la plateforme. Certains sont payés pour aider les autres, entre guillemets, donc tout le monde y trouve un peu son compte. En même temps, ce n'est pas nécessairement la première motivation qui habite vraiment ces jeunes qui ont vraiment le désir de faire bénéficier de leur expertise, et que d'aider d'autres permet de mieux intégrer également tous les savoirs qui sont encodés, qui sont appris durant les études. Donc, et partagés. Fabienne Glovax, vous étiez vraiment, je le disais au début de cette pandémie où on écoutait plutôt, on prenait soin de nos vieux. Dès le début, vous vous êtes dit, mais non, en fait, nos jeunes aussi, il faut les écouter. On va faire une étude, tiens, on va aller leur poser des questions, on va aller voir comment ils vont. Pourquoi c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Dites-nous. Alors en fait, dès le moment où il y a eu l'annonce du premier confinement, je me suis dit c'est une situation absolument exceptionnelle, c'est un phénomène sociétal, international, mondial. Il est vraiment important que nous nous positionnons en tant qu'observateurs, que nous identifions comment sont vécus ces moments. Et donc en fait, les études ont porté sur l'ensemble de la population. Donc il y a une étude qui a porté sur les majeurs, les 18-88 ans, qui ont répondu. On a eu près de 3000 répondants lorsque une enquête a été lancée pendant 15 jours. Et puis, je me suis intéressée également aux 12-18, avec plus de difficultés d'accès, parce qu'on doit passer par le consentement parental. Donc, oui, techniquement, c'est un peu plus compliqué, mais néanmoins, nous avons quand même 800 répondants, dans un délai court également. Et ce qui est ressorti comme premier résultat, alors, sans que je n'ai établi une hypothèse de départ allant dans ce sens, c'est que les 18-30, donc dans l'étude des majeurs, est apparue comme la plus vulnérabilisée, fragilisée psychologiquement, avec des taux d'anxiété importants, des taux de dépressivité importants, avec une détresse qui est apparue vraiment de manière aiguë. Alors ça, c'est au mois de mai. Au mois de mai, les jeunes, nous n'en parlions pas. Pas du tout. Ils n'existaient plus. Il y a presque déjà bientôt 1 an et on n'en parlait pas du tout. Et ils n'existaient plus, et ils se sont mis dans une position de retrait. Alors moi, je parle d'hibernation, on n'y est plus là maintenant, l'hibernation, mais dans une situation d'hibernation, vraiment par souci, par anxiété, mais aussi par souci de vraiment protéger et participer à une dynamique collective et à un soutien, une protection collective. Finalement, au prix d'un... Je vous regarde évidemment, parce que au prix vraiment d'un coup psychique quand même assez important, parce que c'était évidemment se priver, être privé de ce que l'on peut considérer comme étant essentiel à ce moment de vie qui est l'adolescence et qui est la transition adulte, comme on l'appelle. Donc ce passage qui se construit, qui s'élabore grâce aux relations sociales, aux expériences qu'on vit, à la confrontation du regard des autres, à la nouveauté, à l'espace social, public, à l'engagement également. Et donc là aussi, je rebondis sur ce que notre invité explique. Je suis heureuse d'entendre qu'il y a autant de jeunes qui manifestent ce désir d'engagement. C'est ce qui est ressorti également de l'étude, en fait. Les luttes, les jeunes n'ont pas oublié leur lutte, même en de confinement. S'engager et trouver important de devoir s'engager, de s'engager dans... Un jeune sur deux a dit, je suis prêt à m'engager après cette crise dans des combats, dans différents combats. Donc je trouve ça intéressant, ça c'est peut-être la phase positive que l'on peut retenir, avec le fait qu'aujourd'hui, mars 2021... Oui, 1 an plus tard, où en sont-ils alors ? Une seconde étude peut-être qui se dessine, parce qu'il va falloir aller leur reposer toutes ces mêmes questions avec un an de plus. Oui, donc il y a une grosse étude qui est en cours pour le moment. Nous aurons l'occasion d'en parler plus tard. Maintenant, on a quand même... moi, je travaille comme enseignante. Je travaille également comme psychologue clinicienne. Donc, je côtoie les jeunes constamment. Et donc, j'organise des groupes de parole également qui permettent aux jeunes de pouvoir témoigner et échanger un petit peu de leurs différents ressentis. Ils sont épuisés. Ils sont totalement épuisés, saturés. Et ils ont tendance à craquer avant la ligne d'arrivée, un peu comme en milieu sportif. La ligne d'arrivée, parce que la ligne d'arrivée devient plus floue et peut-être est postposée également. Donc, d'emblée, vous pensez que les mesures, quand on a établi ces mesures, on ne les a pas écoutées, elles n'ont pas été faites pour eux? Est-ce que vous répondrez après aussi, est-ce que vous avez le sentiment que ces mesures n'ont pas été faites pour vous? Est-ce que c'est très compliqué pour eux de respecter la bulle de 1, quand on est en côte, quand on a besoin de sociabilité? Est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment été les oubliés de ces mesures-là?
Je pense qu'ils n'ont pas participé au débat. On ne leur a pas permis de participer au débat. Alors, je ne vais pas caractériser ou qualifier la pertinence des mesures, mais je pense qu'ils n'ont pas participé au débat. S'ils avaient participé davantage au débat, ils auraient pu également donner du sens à ces mesures, les porter. De toute façon, ils les ont extrêmement bien respectées, et ça, je voudrais le rappeler, parce qu'on aurait tendance à l'oublier, combien très peu de jeunes ont transgressé durant ces longs mois et ont respecté ces différentes mesures. Et donc, ils n'ont pas participé au débat, et peut-être qu'il y aurait eu effectivement ils ont une créativité quand même qui est géniale, je dirais, qui aurait pu participer à créer peut-être des alternatives par rapport aux mesures permettant de respecter la nécessité sanitaire, mais en même temps permettant de répondre à des besoins essentiels. Alors maintenant, je pense qu'il y a des choses qui sont initiées, des projets qui sont initiés, mais il reste quand même avec cette impression de ne pas être entendu, avec cette impression que ça ne bouge pas, que perception de non-changement, alors qu'on parle pas de perspective future, c'est aussi perception de non-changement depuis un certain temps. Et finalement, très peu de communication qui leur sont adressées, très peu de communication médiatique. On n'entend pas beaucoup les politiques vous parler en direct, hein, Ayoub et Oriane. Je vais revenir avec vous, mais c'est vrai que, Fabienne Clovac, j'ai lu que vous disiez que cette crise, le paradoxe dans cette crise, c'est qu'on essayait de protéger, il y avait une protection physique au détriment tout à fait du psychisme, en fait. Oui, qui est agressé, lui. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ces mesures qui apparaissent vraiment comme la solution à un niveau international, vont être en soi vraiment une réelle agression psychique qui n'a pas non plus été visibilisée. C'est que très tardivement qu'on a parlé de la santé mentale. On a parlé de la santé, mais pas de la santé mentale, alors que l'on sait très bien que la santé et la santé mentale sont tout à fait en interaction et sont vraiment dans un jeu, dans un dialogue. Et donc la santé mentale est apparue très tardivement. Et encore aujourd'hui, même si on peut tirer le signal d'alarme, ça reste quand même une dimension qui est au second plan, mais les services de pédopsychiatrie sont quand même fort remplis, sollicités, donc il y a quand même pas mal d'études et de reportages qui le montrent actuellement, et donc clairement, il y a non seulement une détresse qui est encore bien contenue par les jeunes, mais il y a des jeunes qui vont vraiment très mal, et en témoignent les services hospitaliers, les centres pour jeunes, de manière unanime. Ayoub et Oriane, qu'est-ce que vous avez envie de dire quant aux mesures ? On entend dire, là, ces derniers jours, on a vu beaucoup de parcs envahis par les jeunes, à Liège, à Louvain-la-Neuve aussi, à Bruxelles. Et on entend dire certains, vous voyez, ils ne respectent rien. Mais vous dites quoi ? Que vous n'en pouvez plus, que vous avez fait ce que vous avez pu, mais que les mesures n'étaient pas appropriées à vos vies, à votre vécu, Ayoub ? Tout d'abord, la jeunesse, c'est déjà une tranche d'âge, si je puis dire, qui a besoin d'énormément d'interactions sociales, contrairement aux autres tranches d'âge. C'est un peu, ça prouve un peu le fait que les étudiants, les jeunes de manière générale, ont attendu 1 an avant de pouvoir un peu se libérer et de faire ce genre de débordement, je dirais, c'est très révélateur sur le fait que les étudiants ont beaucoup patienté durant cette période. Il y a eu également cette volonté de protéger leurs aînés, dans le fait qu'il y avait ce respect strict des mesures. Il ne faut pas oublier également que la jeunesse constitue l'avenir de la société. Et là maintenant, comme Fabienne l'a très bien précisé, la santé mentale doit énormément rentrer en compte, surtout dans les débats, dans les prises de mesures, car maintenant les étudiants qui arrivent maintenant dans ce contexte universitaire qui est totalement chamboulé avec des cours en ligne qui restent quasiment 90% de leur vie devant leur écran à suivre les cours en ligne, etc. C'est très difficile pour le mental. Il faut leur donner des perspectives d'avenir très rapidement, je pense. Oriane, même sentiment ? Oui, le sentiment est tout à fait partagé. Que non seulement c'est difficile à vivre, mais qu'en plus on vous stigmatise en disant regardez, on vous pointe du doigt, ils sont dans des parcs sans masque. C'est tout à fait ce que j'allais dire. Il y a vraiment eu une stigmatisation envers les jeunes. On a vraiment collé une étiquette sur les jeunes qui était, je pense, erronée et pas du tout, pas entièrement fondée. Je pense qu'on a aussi un peu trop considéré les jeunes uniquement comme des vecteurs de transmission du virus, tandis que les jeunes finalement sont également des acteurs de la société d'aujourd'hui. Ce sont des personnes qui sont porteurs de décisions, qui ont également fait part d'une grande preuve de solidarité pendant le confinement. Je pense qu'il y a énormément de jeunes qui ont lancé des initiatives de solidarité envers leurs aînés, mais aussi envers leurs proches, leurs familles, etc. Donc je pense que le message qui a été véhiculé dans un premier temps, il était très réducteur et très un peu culpabilisant envers les jeunes. Et donc, par rapport aux mesures qui ont été prises, les jeunes n'ont pas été considérés, la voix des jeunes n'a pas été,
prises en compte dans ce processus. Et donc aujourd'hui, on voit qu'en effet, après 1 an, je pense que les jeunes ont vraiment donné de leur personne, ils ont vraiment respecté les règles de manière générale. Fabienne Glovax, Ayoub le disait, les jeunes, c'est la société de demain. Est-ce que, en tant que psychothérapeute, psychologue et puis professeur, est-ce qu'on peut anticiper quelle forme de société, quelle forme notre société va prendre avec cette jeunesse-là qui a dû combattre et qui s'est enfermée? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'ils vont en faire quelque chose, vous pensez? Alors, si je pouvais, j'irais interviewer ces jeunes dans 2 générations, lorsqu'ils seront grands-parents, et pour entendre ce qu'ils pourront dire de cette période. Donc, évidemment, la lecture de ce qui a été vécu ici va se construire au fil des mois et des années qui vont se passer. Donc, c'est une réelle épreuve, qui est validée comme telle actuellement. C'est un chapitre de leur vie. Ce n'est pas toute leur vie, c'est un chapitre de leur vie. Et donc, il s'agira également à la fois de mesurer les dégâts, de les évaluer, de pouvoir mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour accueillir toute cette détresse lorsque tous les milieux seront ouverts également, parce que ça ne va pas s'arrêter tout d'un coup, mais également pouvoir identifier tout ce qu'ils ont pu développer, peut-être qu'ils ignoraient auparavant toutes les ressources. Oriane, ceux qui savent qu'ils développent des choses, mais même ceux qui ne semblent rien, mais qui font Je pense que vraiment tous les jeunes ont certainement, ils sont déjà adaptés, donc ils ont développé des stratégies d'adaptation qui sont extraordinaires. Et ensuite, ils ont développé d'autres dimensions qui vont être utiles dans leur vie et qui vont leur permettre aussi d'affronter d'autres adversités dans leur vie professionnelle, qu'on annonce bien sûr au vu des crises que l'on pourrait évidemment prédire au niveau économique, mais donc ils ont développé des outils. Il s'agit de les aider pour, d'une part, identifier au niveau émotionnel tout ce qui a été difficile, etc., mais d'autre part également d'identifier toutes ces ressources et tous ces éléments qu'ils ont pu mettre à profit pendant la crise, mais surtout qu'ils pourront mettre à profit dans l'après-crise. Et ça, c'est un travail essentiel et ça dépend de tous les acteurs sociaux. Fabienne, Ayoub et Oriane, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'on clive un peu notre société, qu'on a opposé les générations entre nos aînés, vous disiez, Oriane, on nous stigmatise, on nous voit comme des vecteurs de la maladie, presque des tueurs, qui, en approchant toute personne un peu plus âgée, est susceptible de la tuer, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est très problématique, ça, dans notre société, qu'il va falloir retrouver la solidarité entre toutes générations? Oriane, vous avez senti ça? Dans le message qui a été véhiculé, je pense en effet qu'il y a eu un certain clivage entre les jeunes d'une part et les plus âgés d'autre part, où les jeunes devaient prendre la responsabilité de protéger leurs aînés, donc ça en effet. Mais je pense que ça n'a pas pour autant impacté les relations qu'il y a entre les jeunes et les personnes plus âgées et la solidarité qu'il y a, parce que vraiment les jeunes se sont vraiment mobilisés pendant le confinement et ont vraiment été aidés, plein de personnes. Donc au niveau de la société, je ne pense pas que ça a vraiment eu un impact, c'est plus au niveau des jeunes et de leur confiance vis-à-vis des mesures politiques, vis-à-vis des politiques. Donc c'est plus à ce niveau-là qu'il faut maintenant aujourd'hui vraiment prendre en compte les besoins des jeunes sans force. Enfin, il faut évidemment respecter les mesures sanitaires, etc. Mais je pense que dans le débat par rapport à ça, il faut prendre en compte la vie des jeunes, leurs préoccupations, leurs besoins, qui ne sont pas des caprices ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment des besoins vitaux et essentiels, parce que la santé mentale, par exemple, c'est quelque chose de très primordial. Et donc, il faut une communication ouverte envers les jeunes, vraiment, et adaptée vraiment aux jeunes. Donc, il faut aussi que les jeunes se retrouvent dans les décisions qui sont prises et pour qu'ils puissent vraiment les intégrer, ces valeurs et ces mesures, pour eux-mêmes les appliquer. Ayoub? Totalement. Durant le premier confinement, on a été dans une sorte de déni de la réalité des jeunes, très très flagrante, c'est-à-dire qu'on ne les a pas trop pris en compte, c'est-à-dire qu'on a un peu laissé le choix aux universités d'organiser un peu les cours en ligne, alors que ça n'a pas vraiment été fait de manière assez positive d'un point de vue des jeunes, évidemment. Et ça a pris énormément de temps à se mettre en place également ces cours en ligne. Alors voilà, on s'est dit, ok, c'est les premiers 6 mois, on est encore dans un déni de la réalité, on ne se rend pas encore compte que la situation va continuer. On espère alors pour l'année suivante que ça irait mieux, mais on se rend compte, voilà, on est toujours dans la même situation, des cours en ligne à 100%. Alors aujourd'hui, on a un comité de concertation à 16h. On espère bien sûr qu'il y aura des nouvelles perspectives pour les jeunes. Ils sont censés en parler. On espère alors qu'il y aura des décisions positives, mise en place du présentiel avec un respect de la situation sanitaire, évidemment, de sorte à ce qu'il puisse y avoir bien sûr des interactions sociales, mais également une vie universitaire qui puisse reprendre. Vous avez vu ça pendant ces mois-ci, un vrai décrochage de vos camarades, des jeunes qui viennent sur la plateforme en vous disant « j'en peux plus, j'arrête ». On parle beaucoup de décrochage scolaire en secondaire et universitaire. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vous les copains
Oui, bien sûr, j'ai énormément de connaissances également sur la plateforme de retour, des étudiants qui sont totalement en décrochage scolaire et que même durant ce deuxième quadrimestre, beaucoup de personnes ont eu du mal à reprendre après cette session de décembre. Et c'est révélateur de cette année-ci, cette année scolaire qui est assez compliquée pour les étudiants parce que c'est une année de A à Z qui se passe en ligne. Alors, ok, en début d'année, on avait un peu de présentiel, mais qui a rapidement disparu. C'est vrai. Du coup, là, on est en train de se diriger vers une année complète en ligne. Voilà, c'est assez compliqué pour les étudiants. Comment suivre toute la journée en ligne dans sa chambre, c'est très, très, très compliqué. Ils ont peur, les examens qui vont approcher, la bloc, avril, mai, on a le nez dessus. Oui, il y a des étudiants qui ont peur, il y a des étudiants qui acceptent leur sort, ils disent ok, on ira en seconde session et puis c'est tout, en espérant que d'ici là la situation puisse s'améliorer, qu'ils puissent étudier dans des bibliothèques, peut-être même sans maths d'ici là, même si je ne pense pas, car même les étudiants qui ont un peu de mal à étudier dans les bibliothèques, en raison du maths, c'est aussi compliqué, du coup ils se retrouvent chez eux à étudier, peut-être pas dans les meilleures conditions, dans des espaces restreints avec de la famille, des petits frères, des petites sœurs, ça aussi c'est également quelque chose à prendre en compte dans l'étude. Fabienne Glovax, on ne va pas finir là-dessus parce que c'est triste, mais il y a quand même un constat inquiétant, le nombre de suicides qui a fortement augmenté cette année chez les jeunes. Pas le suicide. De tentative. D'idéation suicidaire. C'est-à-dire sont des idées, des pensées de suicide, parce que je pense au contraire, justement, les jeunes étant dans des milieux de vie où il y a ce contrôle, cette présence, je pense qu'il y a des constats qui vont dans le sens inverse au niveau des tentatives de suicide. Donc, mais dans la première étude déjà, donc, qui a été clôturée en mai, donc on a vu des taux assez importants de jeunes qui avaient des idées suicidaires. Donc ici, on va de nouveau dans cette nouvelle étude avoir vraiment un chiffre qui pourra également confirmer ou en tout cas rendre compte de cela. Donc clairement, je dirais, quand la mort en plus était au cœur des thématiques ici, donc de ce qu'on a vécu au niveau de la crise, mais lorsqu'il n'y a pas de perspective, plus d'espoir pour l'avenir et qu'on voit pas de possibilité de s'en sortir, donc je ne sais pas comment me sortir dans ce que je ressens, ce mal-être et cette solitude ou tous ces éléments-là, et bien c'est vrai qu'on pense à une fin par le suicide. C'est pas pour ça que ça donne lieu à un projet suicidaire, mais en tout cas, c'est une des étapes. Oui. Donc, on doit prendre ça au sérieux, vraiment, on doit toujours prendre ça au sérieux et de pouvoir alors mettre en place à nouveau les soutiens nécessaires. Merci beaucoup. Cette émission se termine déjà, mais Fabienne reviendra avec les résultats de cette seconde étude, n'est-ce pas, Fabienne? Avec plaisir, avec plaisir. Dans quelques mois, quelques semaines. Ayoub, bonne continuation. On rappelle la plateforme iTutu, un site internet. C'est ça, itutu.be. itutu.be. Et Oriane, merci pour l'engagement. UNICEF et puis le Forum des jeunes. Site internet aussi du Forum des jeunes? Oui, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet du Forum des jeunes ou bien sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et on se quitte avec quelques notes de rap de Akaflo, un morceau qui s'appelle Liberté et qui avait été écrit pendant le premier confinement, même le second, je ne sais plus. Akaflo en tout cas, on se quitte avec Liberté. Vous pouvez retrouver ce morceau en entièreté sur les réseaux sociaux en tapant Akaflo. Merci à vous trois d'avoir été là, présents avec nous aujourd'hui. Merci Fabienne Glovax. Merci beaucoup pour votre émission. Merci Lauriane. À très bientôt. Beaucoup. Bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci. Chère liberté, je t'écris depuis chez moi, détenu depuis des mois, le manque de thunes met en émoi, je ne comprends rien, je pousse les yeux, quand l'État nous parle chinois, à cause des jeunes, dit les vieux, font des fêtes, sont hors la loi, alors que ma vie n'est plus sociale, je dépends de mon ordi, une épidémie mondiale, on veut tous nous en sortir, la révolution sur la toile, les internautes sont comme des mouches, leur information au journal des complotistes, si tu trouves ça louche, l'école, les notes, les fautes, les forts, les codes, les bottes sont virtuels, mais m'en veux pas, j'ai décroché, car la flemme résiduelle, le virus m'est décroché, les gestes barrières en rituel, mais la Covid veut s'accrocher, et la mort est si cruelle, Chère liberté, chère liberté, je t'ai servi le verset, mes grands-parents me manquent, je les vois plus en effet. Chère liberté, je t'ai servi le verset, cloisonné dans mon appart, je te vois depuis mes fenêtres. Google, ceci est comme une dernière lettre, coup de gueule, un tas de mesures qui vont nous mettre full sun. Ils se foutent de la culture pour les artistes, c'est un coup dur et à coup sûr je vois mon futur tout seul. À l'intérieur, la violence est conjugale à l'extérieur. La violence est policière à 22h. À Liège, faut que tu remballes le peuple à peur, mais le mouvement est solidaire. Le jour de demain, celui d'hier. Ajout verbal du Molière, les mots liés, les mots hier. J'ai enlevé mes œillères. Chère liberté. Dépressif et défaitiste doit s'envoler son bénéfice. Élite
autiste et répressif pour que la liberté rétrécisse. J'ai l'air triste donc je l'écris, ma seule manière est évasive. J'ai la tease et c'est de kiff récréatif ou addictif. Chère liberté, t'es servi le verset, y'a que toi pour me bercer. Chère liberté, t'es servi le verset, mon encre est versée. Chère liberté, t'es servi le verset, mes grands-parents me manquent, je les vois plus en effet. Chère liberté, t'es servi le verset, cloisonné dans mon appart, je te vois depuis mes fenêtres. Chère liberté, t'es servi le verset, mes grands-parents me manquent, je les vois plus en effet. Chère liberté, t'es servi le verset, cloisonné dans mon appart, je te vois depuis mes fenêtres. Google.